Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. On est aujourd'hui avec Jérôme Blin. Bonjour Mr. J. Salut à tous. Et notre invité du jour, bonjour Diran. Hello, hello, salut à tous. Et bien sûr, il y a moi-même, Anthony Monté, fondateur de Cloud Mercato, cabinet de recherche et conseil spécialisé dans l'analyse du cloud. Vous savez le truc, on analyse le marché, on regarde tous les acteurs, les consommateurs, les intégrateurs, les fournisseurs, les solutions, les produits, les prices, etc., etc. Et aujourd'hui, on est là parce que j'ai envie de vous parler de quelqu'un que j'ai vu débarquer d'un petit peu nulle part et qui a proposé une grande valeur au public. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que le public lui a très bien rendu. Il n'est pas fournisseur cloud, mais ce qu'il fait pour moi, c'est essentiel au marché et à mes yeux. Et qu'est-ce qu'il fait? Grande question. Il est dans la quintessence du camer qu'il est. Tout simplement, il propose des formations pour les futurs et actuels techniciens. Toute une panoplie de savoirs et d'outils qui représentent la réalité du marché. Et je vous présente donc aujourd'hui Diran, notre formateur passionné. Bonjour Diran. Salut Anthony, et salut à toute l'audience. En tout cas, ils ne vont pas s'ennuyer dans cet épisode. Alors, juste avant de continuer et de te demander une présentation, le petit point argot, j'ai dit Camer. Camer, pour les Camerounais, c'est un argot qui veut dire Camerounais, tout simplement. Comme si je vous disais aussi plus 237, qui est l'indicatif téléphonique du Cameroun, qui représente donc le Cameroun. On va pas faire Ça. plein d'argot, vous inquiétez pas, pas de souci. Mais je vous en ai placé un, comme souvent j'aime traduire l'anglais, là je vous donne un argot en direction du franco-français. Donc, alors pour commencer, Diran, est-ce que les 3, 4, 5, 6 lignes que j'ai données te correspondaient, enfin la vision que j'ai donnée de toi correspondait? Oui, ça correspondait à 90%, je pense, à ma vision des choses et à ce que je fais, oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu fais de la formation? Tu as un institut de formation? Comment ça se Alors, passe? en effet, c'est une vaste question, donc je fais déjà plusieurs choses. J'ai déjà eu, bon, pour me présenter là, je profite comme ça, on va voir effectivement où est-ce que je vais arriver avec ce que je fais actuellement. Donc à la base, je suis ingénieur informaticien dans une école sans faire de publicité qui est Supinfo. Après mes études, en fait, j'ai commencé à être prestataire donc dans les ESN et je sentais qu'il y avait un manque en termes de parcours professionnel et aussi en termes de choix de mission. En fait, je voulais voler de mes propres ailes, je me sentais un peu à l'étroit. Et à l'université, j'avais également commencé à donner certains cours et je commençais à me plaire effectivement dans ce contexte de formation parce que ça me permettait, de pas me faire chier avec les managers, mais du coup, qui sont tout le temps en train de te donner des objectifs et tout. Non, je donne ma formation pendant 2 jours et après, hop, ciao. Donc vraiment, j'avais l'esprit tranquille et aussi je pouvais choisir en fait mes missions. Donc en même temps, le freelancing m'attirait et la formation également. Donc c'est comme ça qu'en parallèle de mon CDI, ben, je prenais des jours de congé pour aller donner des formations. Et après, je suis devenu donc formateur à temps plein dans le domaine de l'IT. Alors, il faut dire que j'ai d'abord commencé en tant que formateur dans le monde de l'administration système parce que je viens de cet écosystème-là. Et du coup, voilà, j'ai commencé à donner cours dans les reconversions professionnelles dans les centres de formation, donc via les programmes de Pôle emploi et tout le reste. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de formation dans les domaines vraiment innovants. Donc là, en l'occurrence, le cloud et le DevOps. C'est de là que j'ai décidé de monter moi-même mon propre centre de formation, entre guillemets, pour pouvoir former les gens dans ces métiers assez novateurs et surtout avec une bonne pédagogie. L'une des choses qui m'a amené à créer mon propre centre de formation ou mon propre institut, comme vous voulez, en fait, c'est quand je m'étais rendu compte que j'animais tellement bien les formations que souvent, en fait, on me mettait sur la touche. C'est fou, hein? Mais en réalité, c'est ça. Parce que les gens qui donnent souvent les formations, en fait, ce sont des professionnels d'entreprise qui viennent simplement prendre leur argent et ils se barrent. Donc, ça veut dire que lorsque je venais, en fait, donner moi une formation, je prenais le temps, la pédagogie, l'empathie, la stratégie, etc., etc. C'est des choses que j'expliquais.
Et du coup, les apprenants, généralement, quand je passais, ils ne voulaient plus un autre formateur. Donc, ça posait un problème au centre de formation. Donc, je me suis rendu compte, en effet, que ce qui pose même souvent problème aux apprenants dans les formations, c'est pas forcément le contenu qui peut être difficile, mais c'est plutôt la façon de transmettre. C'est pour ça, Ouais, en effet, que moi, j'ai créé, du coup, mon institut à côté. Mais je continuais à animer des formations dans les centres de formation. Et par la suite, j'avais tellement de demandes de la part des centres de formation que j'ai également formé des consultants à moi, donc que j'ai embauchés pour aller donner en fait donner des cours. Et quand j'ai eu pas mal de retours d'expérience concernant la formation, j'ai maintenant commencé à enregistrer. Et c'était à la période du Covid. Parce que pendant la Covid, eh ben, du coup, chacun était chez soi. Du coup, je me demandais, ben, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà données comme cours. Il faudrait que j'essaie d'immortaliser ça et aussi de rentabiliser, bien évidemment, et de faire profiter beaucoup de gens de cette expérience de la formation que j'ai eue. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer mes premiers cours. J'ai mis sur ma propre plateforme et au fur et à mesure, du coup, les gens m'ont découvert, que ce soit via Easy Training ou via d'autres plateformes en ligne. Et voilà, progressivement, j'ai continué dans la formation pendant peut-être 3 ans et j'ai également commencé à revenir dans le monde de la prestation, mais plus en tant que freelance et plus en tant que salarié parce que voilà, je voulais quand même être libre de mes mouvements. Donc j'ai quelques clients où j'opère en tant que cloud engineer et DevOps et également les formations que je n'anime plus trop parce que j'ai maintenant une équipe de formateurs qui anime les formations pour moi. Donc grosso modo, c'est ça. Je partage mes journées entre enregistrement de cours, animation de cours et prestations. Voilà. Donc, c'est tout ce ok. que je fais au quotidien. C'est bien ce que je sens dans tes vidéos, les Ouais. entre guillemets vidéos courtes que tu peux faire, que je vois de toi sur LinkedIn, où tu parles non seulement de technique, et cette année, tu es aussi parti sur comment accompagner les personnes qui veulent se lancer dans le freelance. Et tu parles de beaucoup de choses comme ça. Un exemple simple, portage salarial ou micro-entreprise. Mhm. Euh, Se lancer n'est-il pas suicidaire, tout simplement, dès le début? Quand on sort de l'école, est-ce que Mhm. le freelance correspond mieux ou est-ce qu'on devrait faire du salariat? Il y a des questions comme ça que tu soulèves qui sont super intéressantes et qui sont au-delà de juste la technique, au-delà de juste penser Java ou C ou JavaScript, etc. Mhm. Et c'est quelque chose que je trouve justement intéressant. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que tu présentes Mhm. du savoir qui reflète la réalité du marché, Ouais. la réalité du marché. Parce Mhm. que c'est pas juste la technique. Une technologie, elle peut être outdatée au bout de 1 an, 2 ans. Ouais, Et, ouais. toi, en ouvrant ton éventail dernièrement sur ce que tu proposes comme contenu, bah, ça représente bien plus la réalité. Au-delà de la Ouais, technique, c'est vrai. bien sûr, il y a de la technique, hein, n'oublions pas. Tout à fait. Et concernant la partie freelancing, en fait, avec la démocratisation de l'entrepreneuriat, donc la facilité à pouvoir créer des sociétés en ligne, des comptes bancaires professionnels, et même les Mhm. plateformes qui permettent de trouver des clients, en fait, ça a changé la donne. Et ce que j'essaie de faire, c'est de dire aux tech il y a une autre possibilité. Ce n'est pas forcément la meilleure ou celle qui vous conviendra, mais au moins vous devez savoir que ça existe. Et on va dire que le destin m'a donné raison parce que effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent, notamment à la suite de mes vidéos sur devenir freelance. Ça veut dire que les gens sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche d'un travail qui leur donne de la liberté, où ils ont la possibilité de faire les choix qu'ils veulent, pouvoir décider de quelle cotisation ils voudraient faire avec son argent, en fait, être maître de ses décisions et également être rémunéré à sa juste valeur. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'en ESN, de façon générale, et ça, je ne leur fais pas le reproche, quand vous travaillez, allez, imaginons 10 000 euros le mois, mais du coup, grosso modo, vous ne toucherez que en net sur votre compte 25% de ce que vous avez travaillé. Ouais. Parce qu'il y aura en effet peut-être 25% qui vont aller à l'ESN pour gérer ces frais. Donc, quand je parle d'ESN, c'est Société effectivement du numérique dans l'informatique, donc ceux qui font du placement de profil chez les clients. Donc, du coup, Ex-SS2I. oui, exactement. Donc, c'est cette charge financière en réalité que l'ESN gérait que maintenant on arrive en fait à faire sauter. Parce que faisait l'ESN en réalité? C'est trouver des clients, gérer la fiche de paye et te définir un plan de carrière. Mais de nos jours, et là je parle bien des informaticiens, c'est pour ça que dans mes vidéos, je commence toujours par dire les consultants dans l'IT. Parce que les autres domaines ont leurs spécificités qui font en sorte que c'est pas, ça s'applique pas forcément. Universel. Ah, il y a d'autres considérations. Mais l'IT, je sais qu'on ne manque pas de missions.
Et du coup, ça devient tellement facile donc de devenir freelance parce que c'est juste une décision à prendre, c'est tout. Donc c'est pour ça que je parle énormément de ce sujet de freelancing-là. Et comme je le dis encore, ça m'a donné raison parce que 90% même de mes amis proches ont tous passé freelance. Et ils ont vu que c'était pas compliqué. Et comment est-ce que j'arrivais souvent à leur faire basculer dessus? Je leur disais, si vous voulez passer freelance, il n'y a pas de souci et vous avez peur. Déposez votre lettre de démission. Je vous mets 6 mois de salaire sur un compte fermé à la banque. Et si pendant les 3 mois de préavis, vous ne trouvez pas d'émission, ben, du coup, vous touchez dans cet argent-là. Personne n'a jamais eu besoin de cet argent que j'ai mis à la banque. Personne. Et du coup, c'est juste une peur, mais ça montre que les gens veulent, mais voilà, ils ne savent pas. Du coup, c'est comme ça que je faisais pour les convaincre. Et après, voilà, ils étaient reconnaissants et maintenant, ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Et tout ce qu'ils font juste, c'est chercher voilà, des nouveaux clients. Voilà. Donc, ils sont beaucoup plus épanouis. Et c'est un peu ça mon objectif au travers du freelancing. Oui, une petite question justement. Mhm. Du coup, le freelance, c'est quoi? C'est une question d'ambition, c'est une question de caractère, on va dire de pas de cour, enfin de courage, de savoir affronter sa peur, ou qu'est-ce qui caractérise le plus un freelance dans les tech, dans la tech? Alors, ce qui caractérise le plus un freelance, moi, je dirais en fait que ce que les gens recherchent déjà en priorité, je pense, c'est la liberté. Là, je parle en majorité. Maintenant, il y en a qui le font pour l'argent, parce ils veulent tout simplement gagner plus. Mais je pense que c'est les gens qui cherchent d'abord de la liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être freelance? Je pense qu'il faut tout simplement avoir le courage de dire qu'on va être maître de ta destinée. C'est tout. Dans l'IT, on sait être autodidacte. Un informaticien qui n'est pas autodidacte, en fait, c'est pas un informaticien. Donc ça, c'est pas un problème. Je veux dire, pendant que d'autres métiers, quand on va lui dire de passer freelance, il va dire oui, mais il faut que je définisse mon plan de formation, mon plan de carrière. Non, dans l'IT, on sait déjà le faire parce qu'on a appris à nous, voilà, à nous débrouiller tout seul. Donc, en gros, pour les consultants IT, tout ce qu'il leur faut, c'est du courage. Et généralement, quand on leur dit, vous pourrez faire ce que vous voulez faire, vous pourrez choisir vos missions, vous serez votre propre manager et simplement le courage de dire que vous démissionnez. Mais du coup, c'est suffisant en fait pour se faire. Pour ceux qui ont trop peur, ben, du coup, ils passent plutôt en portage salarial, notamment ce dont Anthony parlait tout à l'heure. Mais en gros, voilà, c'est ce qu'il faut, genre, c'est essentiellement du courage. Parce que dans l'IT, ils ont la compétence. Ça, il n'y a pas de Ouais. problème. Il y a un peu d'administratif à faire, mais même des plateformes en ligne le font de nos jours. Je vous dis, c'est devenu tellement facile. Tu n'as même plus. Tu as un client, tu cherches une boîte qui va te faire la facturation, C'est les fiches de automatisé, ouais. paye. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste le courage. Et c'est pour ça que je disais que ça s'applique vraiment aux IT. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent vite. Ils comprennent vite les plateformes, ils savent utiliser. Donc, ce n'est plus ça le problème. C'est juste, je trouve mon client. Voilà. Et ce que je dis souvent aux gens, lorsqu'on leur écrit sur LinkedIn, parce qu'on est systématiquement harcelé sur LinkedIn, je leur dis, mais du coup, quand on vous harcèle, dites juste que vous êtes freelance et vous allez voir la réaction. 10% des recruteurs vont vous dire, OK, on va continuer le processus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on met dans l'annonce CDI, en fait, ils disent, je ne suis pas intéressé. Mais il faut simplement répondre en disant, je suis freelance. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous prenez les personnes avec ce statut-là? Et les gens sont généralement surpris quand on leur dit, il n'y a pas de souci, on peut effectivement vous prendre. Et à partir de là, voilà. Mais sauf que pour travailler avec les gens, je leur dis, je ne travaille pas si vous n'avez pas déposé votre lettre de démission. Voilà, ça, je suis catégorique dessus. Parce que ça ne sert à rien. Aucun client ne va accepter que tu prennes 3 mois, à part si tu as une compétence qu'on n'a jamais vue. Et du coup, je connais très peu avec des compétences qu'on n'a jamais vues. Voilà. Mais c'est juste le courage. Moi, je retournerai ta question, en fait, Jérôme. Qu'est-ce qui fait que les gens resteraient en salariat? Il y a deux choses pour moi. Il y a d'abord les banques. Mhm. Parce que quand tu vas avoir une banque en tant qu'entreprise ou en tant que freelance, bah, tu n'existes pas. Alors que si tu as juste un bout de papier avec marqué CDI, d'un seul coup, Mhm. tu es un millionnaire pour eux. Mhm. En tout cas, tu as un gars sûr d'un seul coup. Tout à fait. Et la deuxième chose, c'est le pantoufling, tout Mhm. simplement. Mhm. C'est aussi bien de rester dans ses pantoufles des fois C'est et ça. de ne pas se poser des questions, tu vois. Le confort, la Et, sécurité, ouais. ça rejoint ce que Diran disait, où être maître de ta destinée, des fois, il y a des gens, ils mettent leur destinée dans les mains de quelqu'un d'autre et ça les gêne pas, c'est pas un problème. Et ils Ouais. peuvent très bien vivre comme ça. Et nombre de nos parents ont vécu comme ça et c'est pas un problème. C'est juste que si tu veux Mhm. être maître et te dire, comme moi, des fois, souvent le mercredi, je me dis, aujourd'hui, je ne travaille pas, bah, en salariat, je pourrais pas trop. Mhm. Et ce qui est intéressant dans la partie
qui est lié notamment à la partie prêt bancaire. En fait, avec mes amis, j'aime bien prendre un calcul. Je leur dis, OK, vous allez rester en CD pendant peut-être un an pour demander peut-être 100 000 euros à la banque. Mais vous devez savoir que ces mêmes 100 000, vous aurez pu les avoir vous-même en travaillant un an en tant que freelance. Peut-être pas sous forme d'économie, mais avec un certain niveau d'expertise, en fait, vous aurez la somme. Donc, qu'est-ce que moi je leur dis? Je leur dis, plus vite vous devenez freelance, plus tôt vous allez commencer à faire des économies pour avoir l'argent que la banque vous aurait donné. Et je leur dis que je ne regrette tellement pas d'être devenu, parce qu'après 2 ans d'expérience professionnelle, donc je suis sorti de l'école, après j'ai travaillé, je crois, 1 an ou 2 ans, et après je suis passé freelance complètement. Et donc moi, je leur dis que je ne regrette absolument pas que les banques ne veuillent pas me prêter l'argent, en tout cas dans les premières années de mon activité. Parce que quand je vois effectivement ce que j'ai gagné pendant cette période-là et ce que j'aurais dû attendre pour être éligible en CDI au prêt bancaire, vraiment, c'est pas, il n'y a pas photo. Je peux acheter ma maison en cash. Donc, je vais voir la personne, je compte les billets et je lui donne, je lui dis, donne-moi la maison. Voilà. Contrairement à aller faire un dossier, on te casse les pieds, on te demande de faire les examens, etc. Donc, pour dire que dans cette philosophie, c'est vraiment chacun qui doit faire ses calculs. Donc, soit que parler Ouais. vraiment de calcul. Parce qu'il y a des calculs, peut-être, il y a des fois où peut-être mon calcul ne marche pas parce que les personnes ont un certain âge, etc. Ou bien ils ne sont pas forcément attractifs sur le monde du freelancing. Mais moi, je savais que une mission de 2 ans suffit largement voilà, à financer un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi Mm. ce calcul à prendre en compte. Il y a des gens qui veulent attendre absolument. Je leur dis, OK, mais du coup, attendez et du coup, quand vous avez votre prêt, vous passez freelance. Voilà. Et du coup, dans cette palette de gens que tu peux former et que tu vois passer, c'est quoi cette audience? C'est des jeunes, des très jeunes, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires? Alors, dans les centres de formation, ce que nous faisons, en fait, c'est, donc lorsque j'interviens pour de grands centres de formation du côté de la France, et même aussi à l'extérieur, ben, je reviendrai sur la partie internationale après. Lorsque c'est dans les centres de formation, c'est souvent les reconversions professionnelles. Et comme c'est les reconversions professionnelles, ben, du coup, c'est les personnes d'un certain âge, donc qui Mm. voudraient retrouver en fait un emploi. Et donc, du Mm. coup, nous, on les forme pendant 6 mois ou 3 mois sur des technologies. Voilà. Alors, ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que de nos jours, l'IT est très accessible. C'est-à-dire, on a besoin d'énormément de techniciens, pas forcément énormément d'ingénieurs. Voilà. Sur un projet, on a peut-être besoin de 8 techniciens et de 2 ingénieurs. Donc, on a énormément besoin de ces ingénieurs-là. Et pour preuve, les ESN sont en train de massivement recruter les personnes en reconversion parce que les ingénieurs de formation deviennent trop chers. Et ils partent tous en freelance. Ils se sentent plus à Oui. l'aise. Et donc, il faut de nouvelles personnes dociles et qui cherchent un emploi et qui vont s'accrocher du coup à l'emploi que l'ESN va leur proposer. C'est à juste titre. Voilà, c'est un travail aussi citoyen qu'ils font. Donc, nous, ces cibles-là, ce sont des personnes d'un certain âge, ce ne sont pas des petits jeunes et tout. Maintenant, dans les centres de formation, il y a aussi des formations beaucoup plus professionnelles. Là, c'est en entreprise, ou c'est des formations avec un grand enjeu, selon des départements IT, migration vers le cloud, Docker, Kubernetes, Jenkins. Maintenant, si on revient même à l'activité principale de Easy Training, on va dire que c'est beaucoup les étudiants et les jeunes ingénieurs informatiques, où nous, on les forme dans le cadre de nos bootcamps pour qu'ils puissent être directement opérationnels. Donc, c'est un peu ça, en fait, les différences. Donc, ça dépend vraiment de l'activité. Donc, du coup, ça veut dire que je côtoie, en fait, beaucoup de tranches d'âge. Donc, des moins jeunes aux plus jeunes. Voilà. Ok. Et tu me parlais tout à l'heure d'une équipe. Toi, il y a toi, donc tu m'as l'air du coup relativement technique, mais je ouïs dire que il y avait des domaines un peu moins techniques chez EasyTraining, mais qui Oui. étaient clairement fixés sur ce dont les entreprises ont besoin. Alors, il y a effectivement d'autres filières, c'est notamment celle qui est liée au management, gestion de projet, agilité et safe. Donc ça, c'est géré notamment par mon ami Kevin, qui lui vraiment est très orienté transformation, voilà, agilité et tout ce qui tourne autour de la gestion des hommes et des soft, c'est quoi là. Il y a un terme qu'on utilise souvent pour parler des compétences qui ne sont pas techniques là, les soft Ah, skills. les soft Voilà, skills. Yeah. exactement. Donc tout cet écosystème-là en fait. Donc c'est lui qui les gère. Mais on va dire que ce qui nous fait connaître auprès du client, c'est vraiment la partie technique. Parce que lorsqu'on a une jeune entreprise, pour vraiment discuter avec de gros clients, il faut avoir une compétence rare.
et Ouais. précieuse. C'est pour ça, en effet, que nous, on sort du lot parce qu'effectivement, on est sur des domaines assez avant-gardistes. Et du coup, la plupart des membres de l'équipe, c'est vraiment que des ingé cloud et DevOps. Donc, si on parle en effet de l'équipe, on a effectivement environ 10 personnes qui travaillent pour nous, avec à l'intérieur 3-4 prestataires. Donc, toujours des consultants, on peut faire appel à eux pour des formations. Et on a également des consultants à temps plein qui travaillent pour nous pour des formations ou alors pour des prestations. Voilà. Parce que bon, le monde de la formation, il y a des demandes, il n'y en a pas, il y a des demandes, il n'y en a pas. Donc, ça bouge beaucoup. Donc, du coup, on comble souvent avec un peu de consulting par-ci, par-là. Voilà. Mais ça fait 2 ans peut-être que je n'anime plus les cours comme par le passé, hein. Je fais peut-être, je sais pas moi, 5 jours de cours dans l'année, hein. Ce que je fais, c'est plutôt former les formateurs et leur mettre à disposition les différentes formations. Donc, ce qui nous permet de produire vraiment de bons formateurs qui vont animer les cours, c'est le fait que moi-même, j'ai déjà enregistré les formations. Donc, ça veut dire que quand on a un nouveau consultant, un nouveau salarié, en fait, moi-même, je le forme et il se forme à partir de mes cours. Et moi, je rajoute juste la couche pédagogique pour qu'il aille en fait être opérationnel. En fait, quand il Yes. vient, il a déjà les slides, il a déjà ce Mm. que je dis, il a déjà les TP, les corrections, vraiment, ce qu'on lui dit, c'est va juste dire ce que Diran a dit, c'est bon. Voilà. Donc, ça nous permet en fait de garder ce contrôle qualité parce que c'est ça qui est difficile dans le service. C'est comment Mm. assurer que le prochain consultant que tu vas envoyer, ben, du coup, va respecter le canevas et la qualité de service. Et donc, ça fait Mm. près de 3 ans que je ne donne plus les cours à fond et que c'est essentiellement mes consultants. Et donc, ça veut dire que les clients sont satisfaits. Sinon, ils m'auraient demandé de revenir sur le terrain. Donc, ça prouve que l'équipe, en effet, voilà. Donc, même si on a du turnover, parce que ça peut arriver, mais du coup, c'est facile d'onboarder parce qu'on a déjà des process qui font en sorte que on forme nous-mêmes les gens. Voilà, on forme les formateurs, on leur donne, même s'ils n'ont pas les compétences techniques, on leur donne les compétences techniques. Donc, c'est Mm. pour ça que l'intérêt d'avoir une plateforme comme la mienne, en fait, c'est à destination des étudiants, mais aussi à destination, du coup, des formateurs, voilà, qui Formateur. partagent aussi leurs connaissances différemment. Voilà. Ok. Et si on doit faire un petit listing rapide de ce que je pourrais apprendre chez Easy Training, qu'est-ce qu'on pourrait cocher dans notre tableau? Si je dis Kubernetes, tu coches. Oui, Docker, donc tu coches. yes. Euh, Alors, on va dire, bon, dans la partie orchestration ouais. donc, et conteneur, effectivement, on a du Docker, on a du Kubernetes, on a aussi de l'EKS. Bon, Yes. Ok. pour la partie cloud, on peut apprendre en effet de l'Azure, de Ok. l'AWS et préparer aussi les certifications parce que ça, c'est Ça, important. c'est exactement ce que je voulais te demander. Mais continue, C'est vas-y. ça, c'est ça. Donc, là, ça, c'est la partie AWS, donc cloud en tout cas. Pour la partie CI/CD, ben, du coup, on a du Jenkins, du GitLab, Ah. du Tekton, on a du Jenkins X, voilà, on a Mm. des modules comme ça. Concernant la partie sécurité, ben, du coup, on a du DevSecOps. Concernant la partie réseau, ben, du Yes. coup, on a un peu de cours de réseau, d'introduction au réseau. Mm. Sur la partie système, on a des cours de Linux et de Windows Server. Et sur la partie dev, on a du Python, du Java. Voilà. Donc, on tourne à peu près sur cette technologie-là. Alors maintenant, on s'est rendu compte que souvent les gens prennent les formations, mais ils n'ont pas forcément le temps soit de les regarder, soit d'atteindre le but qu'ils se sont fixés. Donc, par exemple, devenir en fait DevOps en l'occurrence, ou devenir Cloud Engineer. C'est Mm. pour ça qu'on a donc monté en fait ce qu'on appelle des bootcamps. Parce que l'intérêt, Mm. c'est donc que ces personnes qui vont en même temps regarder les cours sur la plateforme, en fait, auront des séances de coaching en soirée. Donc, c'est généralement le lundi, le mercredi et le vendredi entre 20h30 et 21h30, où en fait, ils vont se connecter et là, ils vont être coachés par un professionnel. Et surtout, ils auront donc à ce moment-là la pression du temps et des objectifs à atteindre parce qu'ils seront dans une une salle de classe virtuelle. Donc, du Ouais. coup, ils auront des camarades, ils vont interagir et du coup, ça permet en fait d'obtenir les objectifs, en tout cas, ça permet d'obtenir les résultats au bout de 3 mois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a mis en place les bootcamps. Ça permet vraiment d'atteindre un objectif bien fixe. Et après, Mm. donc, le bootcamp DevOps, les gens nous ont dit, bon, Diran, on voit sur LinkedIn tout le temps les gens publier, oui, j'ai passé tel certif, oui, je suis devenu certifié AWS, etc. Est-ce que tu ne nous proposerais pas aussi des cursus dans ce sens-là? Et je leur disais, avec la formation DevOps que vous avez déjà fait chez nous, en fait, vous pouvez directement regarder le cours et passer la certif.
Mais sauf que, comme Ok. d'habitude, il procrastinait et il ne le faisait jamais. Et j'ai donc dit, OK, je vais donc lancer un bootcamp certification DevOps où en 2 mois, on vous fait passer 3 certifications. Et là, en fait, c'est simplement qu'on materne les gens. Et j'ai compris que les gens aiment être maternés, c'est tout. C'est-à-dire, Bien sûr. ils veulent qu'on sache où est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils sont, on les encourage, on leur donne les examens blancs, on corrige avec eux. Sinon, en fait, ils n'auront jamais le temps. Étant donné que c'est des professionnels d'entreprise, ils auront toujours une raison de ne pas regarder les vidéos ou de ne pas faire les examens blancs. Les étudiants, encore, ça va. Ils ont l'habitude et la culture d'étudier. Mais demander à quelqu'un qui a une vie de famille et tout de regarder souvent non. Quand il est dans une salle de classe, il sait qu'il va le faire. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas souvent le temps, en fait, d'aller se former en journée. Parce que c'est ça l'intérêt du bootcamp. Ouais. C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, je sais pas moi, 2 semaines de travail et tout. Non. Ils préfèrent le faire en cours du soir et surtout progressivement. Parce que le problème des cours en journée, c'est qu'on vous bombarde. Allez, 3 jours, allez hop, allez vous débrouiller. Ou alors quand c'est des cursus longs, 3 mois, allez vous débrouiller. Alors que là, c'est digeste, il peut se reposer, c'est progressif. C'est un peu ça en fait l'objectif de ces bootcamps-là. Ok. C'est marrant parce que tu vois, tu me parles tout à l'heure, tu me parlais de freelancing et d'entrepreneuriat, comme quoi c'est la liberté. Et là, je me disais comme quoi ta pédagogie, ce n'est pas juste essayer de mieux parler, de comprendre, d'avoir de l'empathie, c'est ce que tu me disais au départ. Ta pédagogie, c'est aussi te dire comment est-ce que je vais organiser le travail et les horaires pour que Mhm. mes étudiants soient réceptifs et arrivent à la fin à leurs objectifs. Tout à fait, tout à Et fait. en Mais fait, tu sais, l'un est sans allé vouloir te avec l'autre couper, pour toi. Vas-y. ce qui me faisait mal, c'est que j'ai enregistré d'excellentes formations, bien sûr, sans vouloir me vanter, mais je veux dire, je connais la qualité de mes formations. Et je me rendais compte que les gens achetaient mes formations, mais ils ne les regardaient même pas. Je me suis dit, mais c'est quand même triste ça. Et du coup, avec le bootcamp, les gens maintenant sont obligés de regarder en fait les vidéos parce que le Ouais, soir, on débriefe sur ce oui. qu'ils ont vu. Et je me rends donc compte que sur la plateforme, en fait, les cours, parce que j'ai plus d'une soixantaine de cours, les cours qui sont le plus regardés, en fait, il n'y en a que 6. Et c'est les cours qui sont liés au bootcamp. Donc, en fait, les personnes qui regardent les formations, ce ne sont que ceux en fait qui sont dans les bootcamps. Mais Faut les pourtant, engager, en il y a fait, ouais. Mm. exactement, mais sauf qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui ont les abonnements sur le site. C'est quand même fou. Mais les seules formations, c'est pour ça qu'on dit souvent la méthode je sais pas, des 80-20, là, du coup, c'est vraiment ça en fait. Et souvent, tu vois, j'ai enregistré des cours d'un tel niveau et tu vois, personne n'a jamais regardé. Des fois, ça me décourage. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai Super. fait ça? Il n'y a que 6 cours que j'avais même très mal enregistrés, qu'au final, les gens regardent parce que c'est dans le cadre du bootcamp. Voilà. Mais on essaiera de faire des cours beaucoup plus avancés par la suite. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas encore le niveau nécessaire pour faire des cours assez, en tout cas pour suivre ces cours complexes-là. J'ai fait un cours sur Ansible avancé, j'ai fait un cours sur Kubernetes CKS, j'ai fait un cours sur Tekton ou Jenkins X, SRE, et en fait, c'est les cours que je me rends compte que personne n'a touché. Et c'est souvent après 3 ans que quelqu'un vient me dire, en fait, Diran, j'ai vu que tu avais un cours qui est sur Tekton. Je dis, mais mec, j'ai ça depuis 3 ans. On sait pas maintenant que tu écoutes à dire, je l'ai depuis. Et du coup, tu vas enregistrer des cours depuis longtemps. Sauf que quand ils veulent le faire, après 3 ans, le cours est obsolète. Ouais, 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 Parce ouais. que les technologies évoluent extrêmement. Ça, je ne t'apprends rien, mais ça évolue extrêmement vite. Du coup, il faut que j'assure le support du cours, etc. Bref, c'est souvent. Mais le bootcamp, c'est donc mieux. Parce qu'en même temps, ça fait en sorte qu'il y ait des gens vraiment qui suivent le cours. Et s'il y a des manquements dans le cours, des choses qui ne fonctionnent plus et à corriger, ben, du coup, on met directement à jour en fait dans le cours. Donc souvent, j'ai des cours en fait qui deviennent obsolètes et je ne le sais même pas. Et je me rends compte de ça, parce que c'est quand on donne ça en entreprise, parce qu'en fait, c'est les mêmes cours qu'on donne en fait en entreprise, hein. Quand on m'appelle pour me dire Mm. on a besoin d'un formateur qui va donner cours d'Ansible, en fait, c'est ce même cours qu'il prend. Et si le formateur ne fait pas attention de rejouer les TP, ben, du coup, généralement, c'est le spectacle chez le client, hein. Il m'appelle en cascade, dira ça ne lance plus le playbook et tout, ou bien le code Terraform n'est plus à jour. Je dis, mais tu n'as pas retesté avant? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et en fait, ton audience, j'entends qu'elle est majoritairement en ligne. Est-ce que tu donnes, enfin, est-ce que ton institut donne des cours en présentiel? Et si c'est en présentiel, est-ce que Ouais. c'est dans quelle région en France, en Belgique, Mhm. en Afrique? Alors, je n'ai pas voulu créer en fait un centre de formation à part entière, notamment Mhm. parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Ça ne nous Mm. intéresse pas fondamentalement. Parce qu'en France particulièrement, le centre de formation nécessite énormément de gestion, Ouais. énormément Ouais, 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 d'administratif. ouais.
Et C'est donc, nous, on a clair. essayé de faire le ratio et on s'est dit, nous, on préfère être un fournisseur d'excellents formateurs, un peu comme les ESN, Et oui. par exemple, Capgemini ou Sogeti ou Atos. Du coup, ce ne sont pas des entreprises qui font, par exemple, dans le BTP, mais ils Mhm. fournissent des consultants aux entreprises du BTP. Donc, pour dire que nous, effectivement, on se positionne comme voilà, Euh, une entreprise qui fournit des consultants, en tout cas des formateurs, au centre de formation. Centre de formation qui, eux, n'ont pas forcément le temps de maintenir à jour le niveau de leurs formateurs, de suivre la pédagogie, de les évaluer, etc. Du coup, c'est un peu à nous qu'elle délègue en fait ce travail-là. Et l'intérêt donc de ça, c'est que je n'entre pas en conflit avec ces gros centres de formation. Parce que quand on Mhm. donne cours en fait dans les entreprises, en réalité, on passe toujours par ces grands centres-là. C'est un peu comme Ouais. avec les ESN. Quand tu vas chez un Ouais. client, en fait, tu viens de l'un des grands. Même si tu ne le sais pas, en fait, c'est l'un de ces grands, de ces gros ESN-là qui t'envoie là-bas. Donc, moi, pour ne pas, en réalité, faire une ESN et concurrencer les Capgemini et Atos, je préfère plutôt être un fournisseur de profils, en réalité, pour ces centres de formation-là. Donc, moi, j'envoie des consultants et ça me permet donc de travailler avec autant de centres de formation que je veux. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Parce que si moi, je deviens concurrent des centres de formation, en fait, je ne peux plus me permettre de travailler avec certains gros clients, par exemple. Parce Oui. que là-bas, en fait, ce sont des contrats exclusifs avec des centres de formation. Et du Oui. coup, si j'entre en conflit avec eux, je ne vais jamais gagner. Donc, ma stratégie, c'est fournir des consultants à tous les centres de formation. Du coup, c'est un peu ça. Et donc, moi-même, ne pas être un D'accord. centre de formation. Mhm. Donc, je vois Parce que c'est mon que... cœur de métier, donc je préfère donner des cours que voilà. Exactement. Je me disais les deux choses, comme quoi bah, tu te concentres sur ce que tu fais au mieux et tu veux pas te poser les questions de tout l'administratif, notamment en France, où oui, dès que Hum, tu fais un hum. institut de formation, c'est tout un truc. Et rentrer dans dans un marché parce que tu sais faire plutôt que par tout un administratif et un réseautage, autant montrer ton talent en fait. Tout à fait. Euh, la deuxième chose que je me disais, c'est oui, Jérôme, est-ce que tu as une question par hasard? Moi, j'ai plusieurs questions. Enfin, j'en ai plein, ouais. Ouh, Oui, Mais je vais carrément. essayer de ne pas en poser trop, je sinon suis là pour ça ça. risque d'être soporifique. Mais il y avait deux choses, surtout par rapport à ce que tu viens de dire. Vous fournissez des consultants, consultants formateurs. Moi, je me rappelle, et, enfin, souvent entre potes, en famille même, on se disait, après avoir arrêté l'école, ou même quand on est à l'école, mais surtout après avoir arrêté l'école, il y a un consultant, un formateur auquel on se rappelle, à dire putain, lui, je l'aimais vraiment bien. Je détestais l'histoire, mais lui, je kiffais vraiment bien. Je détestais les maths, mais elle, franchement, elle avait cette pédagogie. Qu'est-ce qui fait un bon formateur consultant, on va dire? C'est la passion? Alors, en effet, il faut de la passion, mais ça ne suffit pas. En effet, il faut déjà avoir la compétence technique. Mais sauf que beaucoup trop de formateurs ne sont que ne sont que de bons techniciens, je veux dire, de bons ingénieurs. Ils ne sont pas forcément de bons pédagogues. La pédagogie s'enseigne à l'école normale. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ceux qui ont fait l'école normale ne sont pas fous. Maintenant, il y a des gens qui, au travers de leur passion technique, ont décidé en fait de transmettre leurs connaissances. Et là, c'est le rôle maintenant des YouTubeurs, c'est-à-dire des personnes qui font des vidéos. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais à l'université, je ne pouvais même pas parler devant une caméra. Je ne pouvais même pas parler à une fille. C'est-à-dire, j'étais tellement introverti que c'est-à-dire, j'étais très renfermé sur moi. Donc, la formation pour moi, c'était inimaginable. Mais c'est effectivement à l'aide de la passion que j'ai développée et le fait de m'exercer et aussi d'avoir subi des frustrations. Parce que quand on est formateur, c'est vrai qu'il faut avoir la technique et la pédagogie, il faut aussi avoir beaucoup d'empathie. Parce qu'il faut aussi arriver à comprendre que l'autre ne comprend pas forcément ce que l'on dit. On se rappelle tous d'un enseignant, en fait, qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais en effet, notamment pour les reconversions professionnelles, la qualité technique n'est même pas ce qui prime le plus quand on est formateur dans ces reconversions professionnelles. C'est les personnes qui ont un blocage, ils n'ont pas trouvé un emploi depuis. Donc, l'approche peut différer en fonction du public. Pour le cas des reconversions, c'est plus l'empathie qui fonctionne, les analogies dans la vie courante, parce que c'est les personnes qui ont souvent un certain âge. Maintenant, quand c'est les professionnels, ils font en même temps la pédagogie, mais surtout beaucoup de technicité. Voilà. Mais Ouais. pour moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et j'avoue qu'au début, j'étais un très, très mauvais formateur. Mais au bout de la 50e fois que je donne une formation, en fait, il y a des questions que je connais déjà. Du coup, quand je parle, en fait, j'aligne tellement d'exemples que les apprenants n'ont plus de questions. Et c'est ce qui se passe souvent dans mes formations, en fait.
Et c'est pour ça donc que quand j'enregistre en fait une formation, c'est pour ça que je dis qu'elle est excellente. Parce que les gens ne me posent pas de questions dans les commentaires dans mes cours. Jamais. Parce que j'ai déjà eu tellement de questions que je les C'est anticipe dans illustré. mes enregistrements. Hmm. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc, Et ouais. justement, genre, je rebondis par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, tu disais que, et oui, c'est vrai, c'est avéré, ça l'est Mhm. d'autant plus vrai depuis un an, on va dire, que les Mhm. technologies évoluent extrêmement vite. Du coup, ben, les formations en technologie, dans les technologies, évoluent extrêmement vite. Alors, comment on gère tout Ouais. ça? Est-ce que c'est vraiment de la veille quotidienne? Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement lié aussi à la veille quotidienne, hein. La chance qu'on a aussi, c'est que souvent, certains cours, en fait, ce sont des cours d'initiation. Et les cours d'initiation, souvent, ça ne change pas beaucoup. Ouais. L'introduction à Docker n'a jamais changé, à Kubernetes. C'est quand on va souvent sur des cours un peu plus pointus que là, si le formateur ne se remet pas à jour la veille de la formation, il est mort. Donc, il y a Mhm. par exemple des formations où on m'appelle, je dis non, merci, je ne peux pas. Parce que le travail de mise à jour que ça va me demander C'est trop gros. est beaucoup trop lourd. Mais oui, dans l'informatique, c'est passionnant. Comme ça évolue vite, ça veut dire que les entreprises sont prêtes à mettre du budget, mais ça demande beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Et c'est même pour ça que je donne plus beaucoup de formations moi directement et que je préfère embaucher des gens qui, eux, vont se former parce que moi, je leur dis souvent que j'ai déjà tellement fait ça que j'ai plus de force. Donc, je préfère prendre des gens qui, eux, vont effectivement suivre l'évolution et voilà, et ils iront donner. Mais oui, il faut énormément se maintenir à jour. J'ai au moins 5 plateformes en ligne où je me forme. Je peux même les citer là, comme ça pourra donner des idées aux gens. Il y a les éditions ENI. Bon, là, c'est pour la partie française. Ils ont des livres. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas travailler en anglais, mais du coup, français, c'est bien. Les Mhm. éditions ENI. Il y a, comment ça s'appelle, Orioli. Pour ceux qui comprennent aussi l'anglais et peuvent lire, pour moi, c'est le must en termes vraiment je veux dire quoi, de documentation Claire, actualisée. Vraiment, ils sont très, très forts. Très, claire. très forts. Il y a également Cloud Guru, donc je pense que tu connais bien, pour Mm. l'apprentissage du cloud. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi des environnements, du coup, de pratique, où ils te donnent un compte, où tu peux faire tes exercices et tout. Cloud Guru, c'est bien. Il y a aussi Code Cloud, qui est un concurrent, mais du côté anglophone, qui est aussi très, très bien. Mais voilà, c'est des plateformes comme ça que moi, je recommande aux gens pour vraiment rester à jour. Bon, peut-être dans les commentaires, les gens vont mettre LinkedIn Learning. Vraiment, j'ai rien contre LinkedIn. Mais en termes voilà, de contenu frais et consistant, je pense que eux, c'est plus des introductions. C'est pour ça que souvent, je ne les cite pas trop. Ok, Ok. ok. Yes, yes. Je suis bien urbain, Jérôme. Mes deux questions sont suffisantes pour le moment. Oui, merci. Yes, yes. Alors, et du coup, je voyais aussi pas mal ton travail à l'international. Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Yes. Alors, avec notamment les réseaux sociaux, j'étais très surpris en tout cas de la force des réseaux sociaux. Mhm. J'ai été appelé par certaines entreprises. Pourtant, dans ces pays-là, il y a des entreprises qui font la formation et souvent, il y a même des entreprises qui ont l'exclusivité. Donc, je vais parler par exemple d'une multinationale qui fait dans la télécom en Côte d'Ivoire. Et ben, du coup, ils ont déjà des contrats avec des groupes français pour faire des formations. Mais à ma grande surprise, certains de leurs salariés ont dit on veut le gars de YouTube. On le veut ou on ne fait pas la formation. Donc, ce qui fait qu'on a été appelé souvent dans certains pays. On a aussi animé des formations du coup en Suisse et du coup en Afrique. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Toujours autour du cloud en fait et du DevOps. Souvent, on fait un peu de consulting quand ça peut être nécessaire. Mais nos formations comme le bootcamp DevOps, qui est effectivement l'un des plus célèbres où on est à la 15e promotion, on a des gens de partout. Vraiment de partout. Partout. Comme c'est en ligne, on a des personnes du Canada, des États-Unis, de la Suisse, de Belgique, de l'Italie, vraiment de partout. Et c'est ça la force du numérique. Et c'est aussi lié à la force des réseaux sociaux, je pense. L'un des Alors, éléments qui m'a également propulsé, c'est, je pense, Udemy. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne voulais pas mettre mes cours à la base sur Udemy parce qu'ils rémunèrent mal les formateurs. Mais je me suis rendu compte que ça peut plutôt être un produit d'appel pour que les gens viennent ensuite prendre les bootcamps. Quand je me suis rendu compte qu'il y a une, deux, trois personnes qui sont venus prendre des bootcamps chez moi après avoir suivi mes cours sur Udemy, mais j'ai mis beaucoup plus de cours sur Udemy du coup.
Voilà. Très bien. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup fait connaître. Parce que quand vous avez des cours qui sont best-sellers ou meilleures ventes, parce que ça, c'est le cas de la plupart de mes formations, ça veut dire que les gens apprécient. Et du coup, Mm. certains centres de formation même me contactent ou d'entreprises parce que ils ont vu que mes formations passent bien. Donc, on va dire qu'on est dans un écosystème de la preuve sociale et que même les organismes rigides n'ont pas le choix que d'accepter cette preuve sociale-là, en fait. Ça, c'est un élément à D'accord. prendre en compte. Très bien. Et du coup, ça te permet de sortir de la grande masse des bootcamps, le fait d'abord montrer tes preuves, le fait de Ouais. aussi avoir une approbation de tierce qui dit, moi, j'ai fait la formation Easy Training, j'ai fait la formation de Gerard, il est Ouais. good. Ça te permet de sortir du gros marasme moi, perso, me fait flipper, Tout à des fait. bootcamps qui vous disent que vous serez ingénieur en 3 semaines. Tu m'as donné en réalité un peu des brèves de chronologie tout à l'heure sur en combien de temps tu faisais. 6 mois pour ce que tu me disais tout à l'heure, je ne me rappelle plus exactement, mais ça me semblait relativement correct de prendre quelqu'un qui connaît juste un clavier, une souris, un écran et de lui dire, bon, tu vas arriver à faire quelque chose, tu vas arriver à un objectif, je vais te suivre pour faire tout ça. Ça me paraît relativement correct, contrairement à d'autres bootcamps qui peuvent prendre 6 semaines plutôt que 6 mois pour vous dire, on Ah, va vous apprendre Angular ou à oui, être alors c'est DevOps. vrai que c'est lourd, hein. C'est lourd. Il donne tout à la fois et c'est vrai que c'est pas très digeste, ce genre de C'est bootcamp. ça. Alors, maintenant, souvent, notre cible, ce sont souvent des personnes de l'IT. Là, je parle de Mm. Easy Training en lui-même. Donc, dans nos Mhm. bootcamps, par exemple, c'est des personnes qui ont déjà un niveau minimal. Non, on ne fait Mhm. pas les reconversions à l'intérieur même de Easy Training. Non. Quand on anime des reconversions, c'est dans les centres de formation. Et voilà, nous, on donne les cours et tout. Mais à l'intérieur des Easy Training, vraiment, nos bootcamps, c'est pour des personnes qui connaissent déjà l'IT. Ouais. Parce qu'en cours du soir, c'est difficile de donner tout le contenu qu'il faut revenir sur les bases. Non, on n'a pas de temps, en fait. On n'a pas suffisamment de temps. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on a des Tout- devs, on a des ingés réseau, on a des admin 6, on a des ingés sécu, effectivement, que l'on fait basculer sur le cloud de l'EDevOps. ok. Et en termes encore une fois, d'audience, Ouais. est-ce que tu vois encore des administrateurs système? Est-ce que je vois encore les admin 6? En fait, Est-ce que au ça final, existe oui, hein. encore? Parce que, alors, on est d'accord que certaines écoles ne se sont pas encore mises à jour. Et pour ceux qui se mettent à jour, c'est très difficile parce qu'il y a encore beaucoup d'infrastructures qui sont on-prem. Et bien, du Ouais. coup, dans ces cas-là, en effet, on a besoin d'administrateurs système traditionnels. Et oui, je vois effectivement des personnes qui font de l'admin Windows ou de l'admin Linux au quotidien, mais qui ont déjà entendu parler du cloud, mais peut-être pas forcément du DevOps. Donc, c'est là, en fait, où nous, on se situe Ok. souvent, c'est que nous, on fait vraiment la bascule de ces personnes-là. Mais oui, il y a encore beaucoup, parce qu'on en reconvertit même encore. Dans les centres de formation, quand on part donner les reconversions professionnelles pour devenir DevOps, souvent, on a aussi des reconversions pour devenir admin 6. Donc, il y a Mm. effectivement toujours cette demande qui est liée à l'administration des infrastructures legacy ou on-premise. Donc, oui, souvent, on a ce genre de demande-là. Et donc, quand ils veulent passer maintenant au DevOps, ben, du coup, on s'occupe de ça, en fait. Mais on ne peut pas devenir DevOps si on n'a pas de base dans un domaine régalien de l'informatique. C'est ce que je dis toujours aux gens. Vous ne pouvez pas vouloir faire du DevOps alors que vous ne comprenez pas les problématiques de dev, ou alors de système, ou alors de réseau, ou alors de sécurité. Non, il faudrait que vous connaissiez comment un système d'information marche. Donc, les reconversions au DevOps que je vois dans les centres de formation, c'est bien, mais à la fin, on se rend toujours compte qu'il y a une carence au niveau des bases même, les fondements d'un système d'information. Vous n'allez pas venir demander à quelqu'un d'automatiser un système dont il ne connaît même pas l'essence et la problématique. Non, il faudrait que vous ayez déployé des serveurs, que les serveurs soient tombés ou que vous ayez eu à aller à la mano sur chaque serveur et faire des opérations. Et quand on va vous dire, Ansible existe, vous allez dire, ah, alléluia. Ça, en fait, c'est qu'il faut ce déclic-là, que les gens comprennent que, en fait, ça vient résoudre un problème. Le DevOps est là, en effet, pour fluidifier ça. Si vous n'avez pas fait des mises en production où tout se casse à chaque fois, quand on va vous dire que Kubernetes, on fait un rollback, on fait le rolling update en 2 secondes, vous n'allez pas voir la pertinence de Kubernetes. Donc, souvent, les apprenants, ils font ce qu'on leur dit, mais on leur demande, est-ce que vous comprenez même pourquoi est-ce que vous le faites? Ils ne savent pas. Et c'est ça le problème, souvent des reconversions directes DevOps, des personnes qui ne sont pas dans l'IT. C'est ce que je regrette. C'est pour ça que nous, on ne prend pas les personnes
En tout cas, à X Training, on ne prend pas les gens qui partent de complètement zéro. Non, non. Sinon, ils ne pourront pas profiter vraiment de tout ce qu'on peut leur apporter. Non, clairement, clairement, oui, c'est un peu pour ça que je posais la question de l'admin 6. Et c'est un petit peu la même chose en réseau. Tu disais qu'il fallait avoir un socle régalien. C'est vrai qu'en DevOps, on commence un peu à effacer le réseau dans le sens où c'est juste un composant quelque part qu'on Hum, branche hum, à d'autres trucs. Mais c'est quand même bien de savoir, même si c'est en voie de disparition, savoir faire un CIDR IPv4. Je vais être hum, honnête, hum. j'ai encore du mal avec le IPv6 alors que j'ai fait une formation spécifique là-dessus. Pour IPv6, ouais. Mais- Alors que j'ai un bac pro spécifique là-dessus, mais c'est vrai qu'au Uhum. moment du bac pro, il n'y avait pas de formation IPv6, mais voilà. Ouais. Il faut avoir un socle, comme tu dis, parce que, il y a ceux qui prônent que le DevOps n'est pas un métier. Je suis relativement d'accord. Après, c'est de la sémantique, c'est des mots, c'est beaucoup de choses. Mais Hum, dans le sens où c'est pas un métier, en fait, même si toi, dans ton discours, tu n'avais pas afflué dans le mot DevOps n'est pas un métier, tu avais quand même dit que le DevOps, c'est une confluence de choses qui permet d'améliorer. Et au final, hum. oui, quelque part, ça dit que ce n'est pas un métier fixe, c'est Tout surtout, à tu fais fait. un métier, tu l'améliores avec une méthode. Exactement. Et Exactement. bah voilà, tu rebondis sur ce que je voulais te demander, comme quoi, est-ce que tu es d'accord avec ça, comme quoi, in fine, le DevOps n'est pas un métier, c'est Ouais. surtout une manière de vouloir faire son métier. C'est ça. C'est simplement une manière d'améliorer les processus, de faire mieux avec ce qu'on a ou avec de nouveaux outils. Et en fait, souvent, c'est une suite logique, hein. C'est pour ça que les gens, en fait, ne comprennent pas souvent. En fait, ils faisaient déjà du DevOps depuis. C'est un peu comme les développeurs à qui on parle de nos jours de CI, d'intégration continue. En fait, les Mm. développeurs le font depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas il y a de cela 3 ans avec le DevOps qu'on a découvert Jenkins. Pas du tout. Les développeurs ont depuis compris la problématique qui est de livrer l'artefact en continu et de faire les tests unitaires et d'intégration. C'est pas vous qui allez. Donc, c'est la même chose en fait avec le DevOps. C'est juste que maintenant, on essaie de standardiser, de faire des mots en termes de management et de créer de nouveaux postes pour vendre les consultants plus chers. Mais voilà, c'est essentiellement ça. Mais sinon, il y a les gens qui le font depuis. Il y en a même qui font du DevOps et qui ne savaient même pas que c'est ça. Mais c'est-à-dire, ils maîtrisent super bien tous les outils, mais ils ne savaient pas que c'était du DevOps. Mais parce que pour lui, ça restait logique et c'est l'évolution naturelle des choses. Mais ouais, Yes. c'est pas un métier. Mais bon, vu que ça fait vendre. Moi, je suis avant tout un capitaliste, hein, donc voilà. Donc, c'est ça, c'est ça. Et en même temps, On- les commerciales ne nous épargnent pas, hein, parce que quand les jeunes recrues là reçoivent des annonces, ben, on veut un ingénieur DevOps. Ben, du coup, comment nous, formateurs, on fait? On est obligé de leur dire que c'est, en tout cas, on est obligé de dire qu'il y a aussi un métier qui s'appelle DevOps, au-delà de tout. Mais si on leur dit effectivement que, voilà, il n'y a pas de métier qui s'appelle DevOps, ben, ils seront un peu confus quand on va leur dire qu'on veut un ingénieur DevOps. Donc, nous, on s'aligne un peu aussi, voilà, à l'industrie. On n'a pas le choix. Clairement, clairement, clairement. Oui, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que tu as une question sur les terminologies, Jérôme, ou sur d'autres brèves de DevOps? Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, enfin, j'avais dans mes questions, on va dire, plus académiques par rapport à celles que j'ai postées juste avant, en ce qui Hmm. concerne les terminologies et tout ça, et le métier de DevOps. Quel est, on va dire, l'obstacle le plus fréquent ou le plus courant quand on veut être DevOps, par exemple? Alors, bonne question. Euh, L'obstacle vient généralement de ceux qui ont la base opérationnelle, donc ceux qui viennent du monde du système. Alors, je m'explique. En fonction du métier que vous faisiez par le passé, la transition peut être facile ou alors elle Hmm. peut être difficile. Les développeurs ont déjà cette agilité-là, en fait. Donc, les DevOps sont agiles, les développeurs sont agiles depuis très longtemps. Le problème, c'était les opérationnels. Parce que moi, je viens du monde des opérationnels, c'est-à-dire des admin 6. Nous, on fait les mises en production une fois chaque 2 mois. Ça, Hmm. c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, mise en production, c'est qu'on déploie la nouvelle version de l'application. Sauf que les développeurs, eux, ils livrent 10 fonctionnalités par jour. Ça veut dire que quand on va aller en production, une fois par mois, on aura au moins 500 fonctionnalités qu'on va déployer. Et à ce moment-là, s'il y a un bug, on ne saura même pas dire quelle est la fonctionnalité qui pose problème. Donc, en réalité, nous, les opérationnels, on n'a jamais su être agile. Donc, dès que l'opérationnel va être d'accord avec le fait que à chaque fois que le développeur
commit ou modifie son code, on est capable de le déployer immédiatement parce que ça rend l'équipe plus efficiente. Ça permet que le client soit beaucoup plus satisfait parce qu'il va voir ces changements arriver même le même jour. Mais du coup, c'est déjà un premier pas. Parce que dès que l'opérationnel, en fait, c'est des personnes qui sont rigides. Et c'est normal, parce qu'ils sont garants de l'intégrité du système d'information. Je suis une Tout à banque. fait. Si c'est que je n'arrive pas à faire un virement, ben, c'est un cataclysme. Je vais appeler tout le monde. Donc, c'est pour ça que les opérationnels ont souvent le mauvais rôle, les personnes qui bloquent tout avec la sécurité. Et quand vous leur dites que dès que tu codes, ça va en production, alors là, ils deviennent fous. Donc, Calme-toi, quand ils comprennent, calme-toi. quand ils comprennent déjà ça, c'est le plus gros blocage en fait qu'ils ont. Ce n'est pas Mm. technique, c'est plus en termes de process et de façon de faire. Voilà. Ouais. Et c'est pour Ouais. ça qu'avant de donner même les cours techniques DevOps, on fait d'abord ce qu'on appelle la DevOps Fundamental ou la DevOps Foundation. Ça permet en fait de réconcilier tout le monde, de dire aux développeurs que, en réalité, il faudrait que les opérationnels sachent dans quels environnements vous travaillez pour pouvoir préparer les environnements de déploiement pour qu'ils soient au plus proches de ce que vous faites pour qu'il y ait une compatibilité. Parce que le problème souvent, c'est que les développeurs sur leur machine, ils passent le temps à installer les dernières versions de tous les outils qu'ils voient sur Internet. On- Côté Ops, on ne peut pas l'accepter, ça. En fait, on ne peut pas aller aussi vite que les développeurs. Eux, ils font les choses sur leur PC de la maison et on peut pas faire ça sur les serveurs de production. Donc, on essaie d'abord de réconcilier tout le monde pour dire qu'en fait, on va vous mettre sur une même table. Et grâce à ces outils-ci, vous serez capable de voir ce que l'un et l'autre fait et pouvoir même mieux collaborer ensemble sur une table commune. Dès que les deux sont prêts à comprendre ça, ben, du coup, après, on montre simplement les outils, Kubernetes, Jenkins, ce guide-là. Voilà. Donc, c'est plus un problème et comme souvent, de mindset, comme Et dans du beaucoup coup, de choses dans la vie. dans la pratique, enfin sur le terre-terre, comme on dit dans la strut, on va dire en entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup de... Alors moi, je suis un marketeur, je suis un peu externe par Mmh, rapport à tout ça. Il y a mmh. beaucoup de fight, comment dire, de clash entre DevOps et Ah oui, ah développeurs. oui, ah oui. Oui, c'est Il y a beaucoup. historique. C'est Effectivement. historique. Je peux donner juste un exemple simple, hein, tu vois. Il y a une valeur qui s'appelle uptime, c'est le nombre de temps que ta machine est restée allumée, tu vois. Ouais. Depuis toujours, c'est important pour un admin site. Un admin site, un opérationnel, il peut se vanter, regarde, j'ai un uptime de 1 an, 2 ans, 5 ans. Quand Linux a mis la feature pour pouvoir update son kernel sans éteindre sa machine, ça a été waouh, on peut rester 10 ans maintenant avec un uptime. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, quand tu as un uptime de 1 jour, on va te dire, tu n'as pas mis à jour ta prod. Tu vois. Donc, c'est vraiment une optique complètement différente. Les Ouais. admin 6, ils voulaient un uptime de 1 million d'années. Les ops, ils peuvent vouloir avoir un uptime court parce qu'ils veulent mettre à jour. Ils s'en fichent de Ouais. l'uptime de la machine, de ceci. Ils veulent les dernières fonctions, les dernières features pour aller au plus vite. Mais vas-y, Diane, je crois que je t'avais coupé. Non, 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 pas de souci. Ouais, non, effectivement, je suis bien d'accord avec toi, hein. Donc, c'est une problématique qu'il y avait déjà, en fait. Et quand tout Mm. le monde est d'accord pour cela, voilà. Et souvent, il faut que ça vienne du haut. Parce que Ouais. les textes, in fine, on arrive à les convaincre. Mais souvent, c'est les managers qui ne comprennent pas. Ceux de la très, très vieille école, ils ont du mal à comprendre que vous déployez 10 fois par jour en production. Pour eux, c'est pas concevable. Mais quand vous allez leur dire que vous êtes capable de revenir sur une version précédente avec une seule commande, ils vont dire non, 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 c'est pas possible de pouvoir revenir sur une version qui date de machin. Donc, c'est pas simple. Mais voilà, c'est ça le principal frein. Mais oui, ça clash fort. Ça clash fort. Et très souvent, quand on fait des formations sur la partie DevOps fondamentale, on se rend compte qu'il y a deux camps dans la salle, le camp des managers et le camp des techs. C'est comme ça. Et à chaque fois qu'on va dire que oui, il faut plus de collaboration, il faut être plus agile, il faut aller plus vite en production, envoyer les fonctionnalités, les développeurs vont lorgner les managers. Et les managers vont foncer les soucis. Donc, c'est ce qui se passe souvent, en fait. Mais à la fin de la formation, 90% des gens sont convaincus de la pertinence parce qu'il y a toujours 10% qui vous diront que ça, c'est des choses américaines. Parce que c'est souvent ça l'excuse. C'est que c'est des choses des États-Unis, ne nous importez pas les choses. Mais c'est bien pour ça qu'ils sont leaders. Si c'est que Google arrive à développer autant de fonctionnalités et avoir un système aussi stable, ça ne tombe pas du ciel. Donc, voilà. Ok. Apparemment, si je peux donner un autre exemple, il y a celui de Jenkins. Que tu disais tout à l'heure, Diane, que le CI, Mm. il n'a pas été inventé il y a 3 ans, ni 5 ans, ni 10 ans.
Et en fait, si on retourne dans les années 80 et que je dois compiler un bout de C et le livrer à des millions de personnes, oui, il va être testé. Il va bien être testé pour commencer. Mais si on doit Exactement. remonter à une époque plus moderne avec Jenkins, par exemple, bah, en fait, le truc, c'était que tu disais tout à l'heure, le dev, il fait ses trucs sur son PC à la maison et ensuite, il faut livrer ça en production. Et on va avoir plein de bugs et le dev, il pourra juste dire, sur ma machine, ça marche comme d'habitude. Ah ben Mais ça, la le fameuse classico. excuse, ça marche chez moi. Et donc, la solution, ça a été de se dire, OK, on va faire un environnement de pré-production, donc qui est similaire à la prod, mais c'est l'environnement sur lequel on veut lancer les tests avant d'aller en prod. Bon, il peut y avoir pré-pod, staging, enfin, il y a plein d'environnements avant d'aller à la prod, mais peu importe. Généralement, c'était Jenkins qui s'occupait de tout ça, et aujourd'hui, c'est tous les outils de CI/CD, GitLab CI, GitHub Action, Travis, etc., etc. Mais à l'époque du Jenkins, en fait, les admin 6, donc les ops, devaient installer Jenkins eux-mêmes Mhm. et devaient aussi configurer l'environnement de dev. Et les devs, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est je fais un commit, je push, et j'espère que mon collègue sysadmin, il a bien configuré la chose. Et ça marchait pas en fait. Tous les devs disaient que Jenkins c'est de la merde. Et tous les sysadmins étaient saoulés de devoir manager un Jenkins parce que Jenkins, à l'époque, ça sortait vraiment du cerveau d'un gars qui fait du Java. Donc il Mhm, fallait quelque mhm, part que tu mhm. comprennes Java, etc. pour Ah, les maintenir un plugins et Jenkins. tout ça, Exactement, c'était atroce pour un admin 6 et l'expérience était atroce pour le développeur. ouais, Les ouais. CI/CD ont ramené quelque chose qui était assez marrant, ils ont dit, bon, bah, tu mets un bout de JSON ou un YAML dans ton repo et c'est toi qui fais l'environnement. Mhm. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que l'admin 6, il comprenait pas ce que c'est qu'un CPU, de la RAM, etc. Donc, il fallait lui réduire tout l'environnement et lui dire, bon, bah, quand tu vas lancer, tu demandes un Ubuntu ou un Windows. Aujourd'hui, tu peux demander un ARM ou un x86. Enfin, tu peux définir, tu peux même dire, voilà, installe le CI avec telle image Docker directement. Tu peux C'est faire beaucoup ça. de choses très flexibles où l'administrateur système, il est loin, l'Ops, il est loin, et au final, l'Ops, il est en train de se charger juste que sa machine fonctionne bien pour lancer les conteneurs du développeur. Et cette petite couche d'abstraction qui peut être le conteneur, la machine virtuelle ou peu importe, en fait, pour moi, c'est ça qui a fluidifié au-delà de Agile, au-delà de DevOps. Le DevOps, pour moi, il se base aussi beaucoup sur tous ces trucs-là qui sont les machines virtuelles, les conteneurs, et le fait de pouvoir prendre une machine et la jeter le lendemain et la mettre à jour rapidement et le faire le rollback, etc. C'est toutes ces petites frictions qui ont été ramenées par, au final, très peu de technologies, puisque ces technologies existaient déjà depuis une trentaine d'années. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, Exactement. euh, et puis voilà, je sais pas si tu avais d'autres questions, Jérôme. Non, il y avait juste, il y avait une autre question qui aurait découlé, mais en gros, c'était quoi la compétence clé pour devenir DevOps, ce genre de choses. Mais en gros, tout ça, c'est une question d'adaptabilité. Je sais pas si ça se dit en France. Ouais, c'est ça. D'adaptation. Tout le monde doit s'adapter aux autres, quoi, en gros, tout Mm, mm. simplement. Ouais, et si je devais inventer un mot, je dirais autodidactisme. Autodidactisme. Ok. Je dirais ça aussi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Diane, mais le Je fait suis d'accord. d'être autodidacte t'ouvre tellement Oui, plus de portes, en fait. Et quand tu vas à une formation, parce que bien sûr, les gens ont besoin de formation, même les autodidactes, mais tout à fait. ça te permet d'affûter tellement ta lame une fois que Exact. tu as appris les choses par toi-même. Comme tu disais, Exact, hein, exact. tu préfères délivrer des formations à des gens qui ont déjà vu la chose, qui comprennent déjà un petit peu la chose, plutôt que Ouais, quelqu'un qui est en reconversion, parce que tout à ça fait. apporte tellement de choses quand tu es autodidacte une formation en réalité. Ah, mais surtout que les outils évoluent tellement vite Ouais. que si vous n'êtes pas autodidacte, très très vite, vous allez être obsolète, hein. Ouais. Avec les versions de Kubernetes, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Ils en sortent tellement. Et les objets, alors, moi j'ai perdu le rythme. Donc pour dire que, Mm. voilà, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir des systèmes de veille technologique. C'est pour ça que je disais en fait que cette liberté a un coût. Le Ouais. fait qu'on dise que quand tu fais de l'informatique, ben, du coup, tu ne manques pas d'emploi, etc., etc., ça a en fait un coût, une contrepartie qui est donc celle-là en fait que nous payons.
Parce qu'il y en a qui sont dans des métiers, peut-être qui ne rémunèrent pas énormément, mais qui auront le même emploi toute leur vie, ils n'auront pas de problème. Mais sauf que nous, on n'en manquera pas aussi et on est bien payé, sauf qu'il y a un coût. Il y a un coût à Mm. payer. Donc voilà, c'est celui-là. C'est C'est celui de la très veille vrai. technologique. C'est très vrai. Si je devais prendre un mot de la fin avant de te laisser, Diran, d'abord, je te demanderais si je veux me former, comment est-ce que je fais? J'appelle Anthony qui t'appelle ou ouais, te trouver sur YouTube, sur Yes. LinkedIn. Alors, pour se former, bon, tout dépend des gens en quoi. Si c'est pour se former en DevOps ou en cloud, Ouais, direction easytraining.fr. Dessus, vous avez la possibilité de vous former soit en autodidacte, donc en suivant un de nos parcours, soit DevOps, soit Data, soit Cloud Engineer, en toute autonomie, voilà, où on a déjà classé les modules à suivre. Ou alors, pour ceux qui ont besoin plutôt d'accompagnement, d'être suivis, pour être sûr qu'ils ont atteint leur objectif, du coup, il y a les bootcamps. Voilà. Et s'ils veulent plus d'informations, contact @easytraining ou alors il y a un chat directement sur le site où ils peuvent écrire. Voilà. Donc on s'est rendu compte en tout cas que la notion de parcours était beaucoup plus intéressant que d'avoir un catalogue de 100 formations où les gens ne savent même pas par quoi débuter. Mais du coup, dans l'onglet parcours, on met directement les différents parcours que les gens doivent suivre pour partir des zéros et atteindre leur objectif. Voilà, voilà. très bien. Et Toujours la bien sûr, ils petite peuvent nous cerise de retrouver. pédagogie. Et du coup, ils peuvent toujours nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc, on est sur YouTube. Ils peuvent voir notre pédagogie, du coup, sur YouTube, parce qu'il y a déjà quelques cours dessus. Ils peuvent aussi nous retrouver sur LinkedIn. Voilà. Ouais, Sur TikTok, sur Instagram. Bon, ça, c'est pas trop moi qui gère, mais bon, voilà. On a besoin de toucher tout le monde. Voilà, voilà. ok, très bien. Je te remercie pour cette heure passée avec nous, vraiment pour toutes les informations que tu nous as données. Pour moi, la formation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et tu nous as enlevé pas mal de mysticisme sur tout ça. Merci à toi, Yes. Diane. Merci pour l'invitation. Et sûrement à bientôt. Yes, 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 je pense aussi. Merci à toi aussi, Jérôme, pour tes superbes questions, je dirais, exotiques. Et Merci. merci aussi à vous tous d'avoir écouté et à une prochaine fois.